C'est drôle comme les anniversaires changent avec l'âge. Quand on est jeune, c'est synonyme de gâteau, de rire et de surprise dont on pense ne pas pouvoir se passer. Quand on est plus âgé, c'est synonyme de moments, et parfois, ces moments arrivent sous des formes inattendues. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Le jour de mes 60 ans, mon fils m'a offert un cadeau que je n'étais pas prête à ouvrir. Et non, je ne parle pas de quelque chose qu'on peut attacher avec un ruban ou mettre dans une boîte. C'était différent, c'était personnel, et cela a changé ma vision de lui et de moi-même. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, dites-moi, d'où regardez-vous ce soir? Je suis toujours curieuse de savoir jusqu'où voyagent les histoires. Que vous soyez dans une petite ville du Texas, dans les montagnes du Colorado ou dans une rue animée de New York, installez-vous confortablement. Celle-ci est pour vous. La journée a commencé comme la plupart de mes anniversaires, un petit coup de fil d'un vieil ami, un voisin qui passait avec des fleurs, et une maison tranquille qui semblait trop grande pour moi seule. Rock, mon fils unique, avait promis de venir dîner. Il m'avait dit qu'il avait quelque chose de spécial pour moi. Sa voix au téléphone avait une pointe d'excitation, mais aussi quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre de ma cuisine, baignant le sol d'une lumière ambrée. J'ai enfilé ma robe bleu marine préférée, non pas parce que je m'attendais à aller quelque part, mais parce que c'était agréable de faire en sorte que cette journée soit importante. J'ai même attaché mes cheveux en un chignon lâche, laissant quelques mèches encadrer mon visage. À 16 heures, j'ai entendu le crissement familier des pneus de sa voiture dans l'allée. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Il était là, plus grand que dans mes souvenirs, arborant ce même sourire facile qui pouvait faire disparaître tous les soucis. Il portait une petite boîte soigneusement emballée dans une main et un sac de course dans l'autre. « Joyeux anniversaire, maman », dit-il en se penchant pour une étreinte qui dura un instant de plus que d'habitude. À l'intérieur, il s'affairait dans ma cuisine, déballant des légumes frais, une bouteille de vin et une boîte de pâtisserie contenant un gâteau. Il était rare qu'il cuisine pour moi d'habitude, c'était l'inverse, mais ce soir-là, il semblait déterminé. Je restais là à le regarder, observant la façon dont ses sourcils se fronçaient lorsqu'il coupait des oignons, le mouvement de ses mains avec une précision minutieuse. L'odeur de l'ail fumant emplissait l'air. Nous avons parlé de choses insignifiantes, du nouveau chien du voisin, de la météo, d'une émission que nous aimions tous les deux. Mais au fond, je sentais qu'il avait autre chose en tête. De temps à autre, il jetait un coup d'œil à la boîte cadeau posée sur le comptoir, comme si elle l'appelait silencieusement. Quand le dîner fut prêt, il me servit un verre de vin, et nous mangeâmes à la lueur des bougies. Il avait préparé mon plat préféré, du poulet rôti aux pommes de terre au romarin. Nous avons ri plus que jamais. Peut-être était-ce le vin? Peut-être était-ce simplement le réconfort de sa présence. Après avoir débarrassé la table, il prit le cadeau. Il me le tendit, mais ne le lâcha pas tout de suite. Avant de l'ouvrir, dit-il doucement, « Je veux que tu saches que ce n'est pas juste un cadeau. C'est quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. » Mon cœur fit un bond. Il y avait une gravité dans sa voix, une vulnérabilité que je n'avais pas l'habitude de voir en lui. J'acquiesçai, les mains posées sur le papier cadeau lisse. Il s'assit en face de moi, le regard fixe mais plus doux que je ne l'avais jamais vu. « Maman, ça va te paraître étrange, mais tout ce qu'il y a là-dedans, c'est une part de moi. Et je pense que tu me verras peut-être différemment après ça. » Les bougies vacillèrent entre nous, et la maison devint incroyablement silencieuse. Je pris une profonde inspiration, glissant mon doigt sous le bord scotché. Une partie de moi voulait l'ouvrir et en finir, mais une autre avait peur. Peur de ce qui pouvait se trouver à l'intérieur, de ce que cela pouvait signifier pour nous. Le papier tomba lentement, mon pouce accélérant à chaque couche. Quoi qu'il en soit, ce ne serait pas simple. Et au fond de moi, je savais déjà que cela allait changer quelque chose entre nous. J'ai décollé le dernier morceau de papier et trouvé une petite boîte en bois couleur thé, son couvercle lisse sous ma paume, avec une enveloppe glissée sous un ruban bleu marine. Le genou de Rock rebondissait, seul le tic-tac de l'horloge de la cuisine brisait le silence. Je levai les yeux vers lui, et il hocha la tête, un oui lent et rassurant,
le genre qu'il me donnait quand il était petit et prêt à faire quelque chose de courageux. À l'intérieur de la boîte, posée sur du velours couleur crépuscule, reposait une mince clé argentée, une vieille cassette audio avec mon nom écrit en lettres soignées, et une clé en laiton attachée à une bande de tissu bleu délavé. L'enveloppe contenait un court mot de sa main, les lettres plus pleines et plus ouvertes qu'avant. Maman, si tu veux bien, commence par la cassette. La clé est la dernière. Je suis là. On le fera ensemble. Cette dernière ligne s'ancra dans ma tête comme une promesse. Ensemble. Il ne lançait pas la nouvelle comme une pierre en s'éloignant. Il restait, calme et présent. Rien que ça, mes mains cessèrent de trembler. Nous sommes allés au salon. Il avait déjà posé la vieille enceinte portable sur la table basse, celle avec les petites rayures sur le côté dues à des années d'utilisation. J'ai inséré la cassette dans le lecteur. Pendant un instant, rien. Puis un léger clic, un murmure d'électricité statique, et une corde de piano s'éleva, comme un rideau qui se lève. C'était une progression simple mais familière, comme une odeur qui vous fait remonter le temps. La voix qui suivit, claire, un peu sans souffle, 20 ans et sans peur, était la mienne. Je n'avais pas entendu cette version de moi depuis des décennies. C'était une chanson que je chantais à la salle paroissiale le jeudi soir, à l'époque où j'avais les cheveux longs et où mon avenir était encore comme une pièce aux 1000 portes. L'enregistrement captait tout, le tremblement du début, la force retrouvée au deuxième couplet, les applaudissements nourris à la fin. Je me souvenais des murs lambrissés, des chaises pliantes, de la façon dont mon petit ami de l'époque, devenu plus tard mon mari, s'était appuyé contre l'encadrement de la porte, souriant comme si le soleil venait de se lever. « Comment as-tu trouvé ça ?» murmurai-je. « Madame Lafette, dit Roch en se rapprochant un peu. Ton ancienne professeure de musique. Elle gardait des cassettes des soirées micro ouverts. Je l'ai retrouvée. Elle a 90 ans maintenant, mais elle s'est souvenue de ta voix tout de suite. » Il appuya sur une touche de son ordinateur portable, et des visages apparurent les uns après les autres, un patchwork de personnes de mon passé parlant à la caméra comme si elles étaient assises sur mon canapé avec nous. Il y avait Madame Lafette, avec ses pommettes saillantes et ses yeux plus doux. « Lily », dit-elle, et j'ai recommencé à pleurer rien qu'à entendre mon nom sur ce ton, celui que les autres utilisaient quand ils voulaient que je sache que j'étais importante. Tu avais toujours l'air de dire la vérité. Il y avait un clip de mon voisin de la vieille rue, portant encore ses épaisses chemises en flanelle qu'il adorait, riant de la fois où j'avais transporté un piano emprunté sur 4 pâtés de maison, déterminé à m'entraîner. Il y avait une infirmière de l'hôpital où je travaillais les soirs quand Roch était petit, qui me remerciait d'apporter du café à l'équipe et de ne jamais me plaindre des heures supplémentaires. Il y avait même ma sœur, que je n'avais pas vue depuis des années. Elle sourit, gênée, puis dit, « Lily, je sais qu'on a perdu du temps, mais je n'ai jamais oublié ton fredonnement quand on était enfant. » La vidéo se terminait avec Roch lui-même. La caméra vacilla lorsqu'il la posa sur une pile de livres. Puis il s'assit et orienta l'objectif comme s'il me faisait face. « Salut, maman, dit-il à mon futur moi. Si tu regardes ça, je suppose que j'ai trouvé le courage de te le donner. Quand papa est tombé malade, tu as mis tout ce que tu aimais sur l'étagère du fond pour que je ne manque de rien. Tu n'as jamais demandé de remerciement. Je ne crois pas l'avoir assez dit. C'est moi qui le dis comme il se doit. » Il n'a pas pleuré sur l'enregistrement, et il ne pleurait pas non plus maintenant. Mais sa voix avait cette épaisseur sur les bords qui disait la vérité. Il ferma l'ordinateur portable, et dans le silence qui suivit, la maison sembla avoir pris une profonde inspiration. « J'ai arrêté de chanter quand ton père avait besoin de moi, » dis-je, le vieux choix se heurtant au présent. Et puis, quand il est parti, je ne savais pas comment recommencer sans lui. Mais au fond, ça me rappelait que je n'étais pas folle de croire que je pouvais. « Je sais, » dit Roch. « C'est pour ça qu'il y en a plus. » Il me tendit la cassette. J'ai passé mon pouce sur mon nom, Lily, en noir, comme si le marqueur pouvait glisser et emporter l'instant avec lui. L'étiquette sur le côté indiquait 11 juin 1977. Il avait retrouvé l'année où ma vie semblait pouvoir basculer dans n'importe quelle direction, où je pouvais atterrir quelque part de lumineux. Je l'ai fait numériser,
dit-il en ouvrant un dossier. Madame m'a donné la permission. Une autre chanson emplit la pièce, mais dans celle-ci, il y eut un moment de rire entre les couplets, un petit raté. J'éclatai de rire et recommençai, la salle applaudissant pour moi jusqu'à ce que je retrouve la mélodie. Elle n'était pas parfaite, elle était vivante. Et quelque part en arrière-plan, la voix de mon jeune mari, à peine audible, disait « Tu peux le faire ». Je fermai les yeux et laissai ces mots traverser les années pour atterrir là où j'en avais le plus besoin. Lorsque la dernière note s'éteignit, l'air sembla se remplir d'un son qui n'était pas là. Je m'essuyai le visage et regardai mon fils. Il avait le sourire de son père, mais son regard était le sien, curieux, attentif, généreux, d'une manière qui ne cherchait jamais à me posséder. « À quoi sert la clé ?» demandai-je, la voix un peu faible. Il la ramassa sur le velours et la posa dans ma main. « Attends, dit-il, émettant un rire discret, celui qu'on utilise pour garder son courage à deux mains. Mais je dois d'abord te dire quelque chose. » Nous étions assis là, les vieilles chansons s'effaçant sur les murs, et il m'a raconté les dernières années comme je ne les avais jamais entendues auparavant. Il a parlé de la solitude après la mort de son père, de la façon dont il s'était jeté à corps perdu dans le travail, car le chagrin était comme une pièce sans porte. Il a parlé de la foire où il m'avait vu regarder un pianiste, de la façon dont mon visage avait changé lorsque le pianiste avait touché un certain accord, et de la façon dont il avait suivi cette expression pendant des mois, se demandant comment me la rendre. J'arrêtais pas de penser que je devais être le plus fort, a-t-il dit. Comme si, en continuant à avancer, tu n'aurais pas à me porter, toi, ton chagrin, l'hypothèque, et tout le reste. Mais bouger, ce n'est pas aimer, et je ne savais pas comment te donner quelque chose de durable. Je l'ai serré dans mes bras. Ses mains étaient à la fois plus grandes et identiques à celles qui entouraient la mienne sur le parking quand il était petit. Tu es là, dis-je. Ça dure. Il hocha la tête en déglutissant. J'ai aussi fait quelque chose de concret, parce que je te connais. Il fouilla dans sa veste et en sortit un papier plié. C'était la confirmation d'un paiement envoyé à ma banque, 3 mois de prêt hypothécaire remboursé. Je n'essaie pas de tout arranger, ajouta-t-il rapidement, lisant mon visage. Je voulais juste te soulager d'un poids pour que tu puisses respirer. Il y a des moments où la vie se réorganise, comme des meubles déplacés au calme, laissant la lumière du soleil se poser sur un nouveau lieu. C'était l'un d'eux. Le soulagement vint d'abord, puis la gratitude, puis une tendresse qui ressemblait presque au premier jour de la maternité, ce miracle que quelqu'un que j'aime ait choisi de m'aimer en retour. Je me suis levée et j'ai enfilé mes chaussons. La clé reposait dans ma paume, plus lourde maintenant que je savais qu'elle n'était pas que du métal. « Où va-t-elle » demandai-je en souriant, malgré les larmes qui coulaient comme des gouttes de pluie. Je ne pouvais pas m'arrêter, mais je ne le voulais pas. Rock se leva aussi. « Le garage » dit-il, mais lentement. « D'accord. Je veux que tu prennes ça comme une chanson, pas comme un cri. » Nous avons traversé le couloir, la lumière de la lampe se diffusant sur les photos de famille, le long du verre ondulé du vieux miroir, au-dessus du récipient qui retient toujours mes clés. La porte du garage a grondé comme toujours, et un souffle d'air frais nous a enveloppés. Au centre du sol en béton, une forme se dessinait sous une toile blanche, une grande forme rectangulaire, éclairée par l'unique ampoule comme un secret sur scène. Mon cœur s'est emballé, aussi fou qu'une caisse claire. J'ai regardé Rock. Il avait l'air d'un garçon sur le point de montrer à sa mère un projet réalisé de ses 2 mains et de tout son espoir. Avant de le soulever, dit-il, sa voix s'adoucissant pour prendre ce ton doux et respectueux qu'il utilise quand quelque chose est sacré, je veux que tu saches qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de laisser enfin derrière soi ce qui ne t'a jamais quitté. Je me suis approchée, la clé donnant sur la porte latérale. Elle tourna avec l'obstination de quelque chose qui n'avait pas été ouvert depuis un moment. Le gravier crissa sous mes pieds. Quelque part, faiblement, j'entendais encore ma voix plus jeune promettre à la salle que je finirais la chanson. Je respirai profondément. Le poids et la légèreté de 60 ans s'estompèrent d'un coup, et je soulevai le tissu. Le tissu glissa dans une lente ondulation, se repliant sur lui-même sur le sol froid du garage. En dessous,
poli et en attente, se tenait un piano droit, si profond qu'il semblait absorber la lumière. Ses pédales de laiton brillaient comme de petits soleils. L'air transportait ce léger parfum de vernis et quelque chose de plus ancien, l'odeur de mon salon d'enfance, des nuits où mon père tapotait les touches juste pour entendre le son du jour. Je m'approchai, planant au-dessus du couvercle fermé. Le grain du bois captait la lumière de l'ampoule comme de l'eau retenant le feu. Ce n'était pas un achat au hasard. Il était de la même marque et de la même année que le piano que j'avais vendu des décennies auparavant pour payer un voyage scolaire à Washington. Ma voix se brisa avant même que je ne le touche. Rock, ça a dû coûter cher. Ça a coûté moins cher que de ne rien faire, interrompit-il doucement, sa voix portant cette tranquille certitude qui n'arrive que lorsque quelqu'un s'accroche à une vérité depuis longtemps. Je soulevai le couvercle. Les touches étaient alignées parfaitement, blanches et noires, invitantes. J'en appuyai sur un do médian, et le son emplit le garage d'une manière qui le fit ressembler moins à un débarras qu'à un lieu où quelque chose pouvait naître. Le son n'était pas cassant, il était vivant, pas neuf, mais familier. Mes mains se souvenaient plus que mon esprit, traçant des intervalles qu'elles n'avaient pas rencontrés depuis des années. « Joue quelque chose », dit Rock, et ce n'était pas tant une demande qu'une invitation. Les premières notes furent hésitantes, comme si elles n'étaient pas sûres d'avoir la permission. Mais mes mains trouvèrent leur rythme, et le vieil hymne de ma jeunesse s'échappa, se stabilisant à chaque mesure. Ce n'était pas parfait. Mon timing était mauvais, mon toucher trop lourd, mais c'était le mien. Et quand je levai les yeux, Rock était appuyé contre le mur, les yeux clos, souriant comme on le fait quand on est exactement là où on veut être. À mi-chemin, je m'arrêtai, non pas parce que je le voulais, mais parce qu'une pensée me frappa avec une force qui réorganise l'air autour d'elle. Ça, le piano, la musique, le cadeau, ne concernaient pas que moi. Ça concernait aussi lui. C'était sa façon de dire « Je te vois, même si tu ne demandes pas à être vu ». Je me suis levée et me suis dirigée vers lui. « Tu sais, c'est plus qu'un cadeau d'anniversaire, dis-je. »« Je sais, répondit-il. C'est une porte. Tu peux l'ouvrir quand tu veux. » Nous nous sommes assis ensemble sur le banc, ses mains sur les miennes pendant les premières notes d'une chanson que je lui avais apprise quand il était petit. Il se souvenait de plus de choses que je ne le pensais, mais il ne trouvait pas la mélodie. On a ri en la ratant, et on n'a pas pris la peine de la réparer. L'important n'était pas la perfection, c'était d'être ici, dans ce garage silencieux, avec le monde caché dehors. Quand la chanson s'est terminée, le silence n'était pas pesant. Il était profond, le genre de silence qui permet d'entendre ce qui nous a manqué. « Tu m'as redonné une partie de moi-même que je croyais disparue, » dis-je, la gorge serrée. Il secoua la tête. Elle n'était jamais partie, maman. Elle attendait juste. Plus tard dans la nuit, après son départ, je suis restée seule dans le garage. Le clair de lune filtrait à travers la haute fenêtre, argentant les touches. J'ai joué jusqu'à ce que mes épaules me fassent mal et que ma voix soit rauque à force de fredonner. Et entre les chansons, j'ai repensé à toutes ces années passées à mettre mes propres envies en suspens, me disant qu'il y aurait du temps plus tard. En vérité, le temps ne vient pas toujours tout seul. Parfois, il arrive sous la forme de quelqu'un qu'on a élevé, portant avec lui des morceaux de soi qu'on ignorait qu'il gardait en sécurité. Je me suis couchée avec encore de la musique dans la tête et l'odeur du vernis sur les mains. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas 60 ans derrière moi. Je les avais tous, riches et intacts. Je n'ai pas reçu un simple cadeau ce soir-là. J'ai reçu un rappel. Certaines portes restent verrouillées pendant des années, mais lorsqu'elles s'ouvrent enfin, on réalise qu'on en a toujours détenu la clé.